Fin des travaux de la deuxième réunion annuelle des réformes, projets et programmes de l'UEMOA. Des travaux qui auront permis aux experts d'évaluer le niveau d'exécution des 37 projets et programmes communautaires exécutés dans notre pays, qui a en outre réalisé des performances en matière de transposition de certaines directives. Pénurie d'eau depuis mercredi dans la ville de Caille en raison d'une panne sur le réseau de distribution. En attendant la réparation de la panne, certains habitants s'approvisionnent au fleuve, s'exposant aux maladies. Merci de rester sur le programme de leur thème. Bonsoir et bienvenue au journal. Le conseil de cabinet s'est tenu ce matin sous la présidence du Premier ministre Modibo Keïta. Il s'agissait pour les membres du gouvernement de mettre en place la structure nationale qui va se charger de la mise en œuvre des accords. Le document portant création de cet organe présenté au ministre a été enrichi et discuté. Un plan d'action sera élaboré pour la mise en œuvre des accords et pour rendre compte aux différentes étapes. Le ministre de la Solidarité, de l'Action humanitaire et de la reconstruction du Nord, Amadoun Konaté, donne plus de détails. Il est au micro de Sira Batili. À la sortie aujourd'hui de ce conseil de cabinet, on peut dire que le Mali a mis en place la structure qui va se charger de coordonner la mise en œuvre des accords. Donc cette structure va préparer activement la prochaine réunion du comité international de suivi de la mise en œuvre. Donc nous aurons deux instances. L'instance qui est internationale, qui se charge du suivi de la mise en œuvre des accords. L'instance nationale, qui se charge de coordonner la mise en œuvre des accords et qui préparera donc et fournira tous les éléments pour que l'on puisse présenter au comité international les différents points, d'abord de ce que nous voulons faire, comment nous voulons le faire et dans combien de temps nous voulons le faire. Ce serait le plan d'action de mise en œuvre des accords et aux différentes étapes rendre compte de l'état d'exécution de ce plan d'action de mise en œuvre. C'est vraiment l'organe qui devait être mis en place. Il a aujourd'hui été examiné par les membres du gouvernement, membres du conseil des cabinets, et il devra être finalisé le plus rapidement possible. Alors l'organe, comment est-ce qu'il sera composé? Il sera essentiellement composé pour le comité permanent de membres du gouvernement, présidé par le Premier ministre, animé par un secrétariat permanent et élargi à tout un comité consultatif qui va être composé de la société civile malienne, dans toutes ses composantes et dans toute sa diversité. Voilà, juste après le conseil de cabinet, le Premier ministre a reçu en audience la délégation de la commission de l'UEMOA présente au Mali pour les travaux de la revue annuelle des projets et programmes de l'UEMOA. Cette délégation, conduite par le président de la commission de l'UEMOA, est venue féliciter le gouvernement du Mali pour les efforts consentis dans le cadre du renforcement de l'intégration. Les échanges ont porté sur les investissements et les difficultés rencontrées dans l'exécution de certains projets. Compte rendu de Sira Batili. Certains Hadjibou Soumaré, visiblement satisfait des prouesses du Mali en matière d'intégration, qui vient voir le Premier ministre. Le président de la commission de l'UEMOA a tenu à le notifier au Premier ministre Modibo Keïta un bond de 15 points dans le processus d'intégration, socle de solidarité. Cela mérite les félicitations de tout l'espace UEMOA. Et nous avons remarqué que le Mali a fait un bond extraordinaire de plus de 15 points, ce qui dénote de la volonté aussi bien du gouvernement, du ministre des Finances que des autres ministres, de leur volonté de faire avancer le processus d'intégration. Je voudrais à nouveau féliciter mon ami et frère, le ministre des Finances, qui depuis la dernière revue quand même, il faut le noter, s'est engagé personnellement et même au niveau du Conseil des ministres, il continue à appuyer, à insister sur le caractère intégrateur de notre union, sur ce que nous devons faire pour que l'intégration ne soit pas une vue de l'esprit, mais une intégration des peuples. Mais également, c'est noté aussi sur l'engagement des ministres sectoriels autour du ministre des Finances pour faire avancer le dossier. Il faudra à présent accélérer la cadence car le Mali est en situation de post-conflit. Le président de la commission de l'UEMOA a mis l'accent sur 3 secteurs porteurs, le transport, l'agriculture et l'énergie. Pour le transport, la charge à l'essieu doit être respectée par tous les pays pour le maintien des infrastructures en bon état. Le programme transport, par exemple, nous avons quelques difficultés pour l'application du règlement 14 de 2005. Cela n'est pas inhérent simplement au Mali, mais à tous les pays. Aujourd'hui, nous sommes en train de faire des investissements importants
dans le domaine des infrastructures, et on sait que les infrastructures, c'est un domaine très capitalistique. Donc rien ne sert de mettre autant d'argent sur nos infrastructures solides, mais également de voir leur dégradation très rapide. Parce que tout simplement, nous n'aurons pas pris les décisions de faire respecter ce qu'il fallait sur les charges à l'essieu, mais sur la surcharge à l'essieu, sur les gabarits. Le deuxième dossier sur lequel je voudrais intervenir, c'est le dossier agricole, notamment notre projet que nous avons, très important, qui est le projet de Touraba. Ce projet a connu beaucoup de difficultés. D'abord sur la mise en œuvre, mais également sur l'achèvement même du projet. Entre-temps, il y a eu ces événements malheureux que nous avons connus, qui ont fait que le projet avait ralenti. Mais avec la prise en charge par le ministre des Finances et par le ministre sectoriel, je pense que nous pourrons y arriver. Mais ce projet, nous ne voudrions pas que ce projet encore puisse demeurer dans notre portefeuille, parce que c'est un projet qui aurait dû se terminer depuis longtemps et c'est un coût important de près de 16 milliards d'investissements sur ce projet. L'énergie solaire est d'un atout remarquable pour l'Union économique monétaire ouest-africaine, selon le président de la commission de l'UEMOA, puisqu'elle sert les populations démunies en leur permettant d'exercer des activités génératrices de revenus. Rideau sur les travaux de la deuxième réunion annuelle des réformes, projets et programmes de l'UEMOA. L'exercice a permis aux experts d'évaluer le niveau d'exécution des 37 projets et programmes communautaires exécutés au Mali, couvrant notamment l'agriculture, l'énergie et le transport. La commission de l'UEMOA se félicite en outre des performances réalisées par notre pays en matière de transposition de certaines directives de l'organisation communautaire, dont le taux s'établit à 63%. Le Mali a également transposé et appliqué tous les textes régissant le domaine des télécommunications. Le compte rendu de Bourama Traoré. Le Mali confirme son statut de bon élève dans la mise en œuvre des programmes et projets communautaires de l'UEMOA. Plus qu'une simple affirmation, les performances réalisées illustrent éloquemment à l'image du bon qualitatif dans la transposition des réformes communautaires. Lors de la première édition de la revue annuelle tenue en 2014, le gouvernement de la République du Mali s'était engagé à améliorer les performances enregistrées. Au titre de ces performances, je suis heureux de constater que le Mali a pour une fois dépassé le taux de 60% pour atteindre exactement 63% des transpositions des différents textes communautaires. Sur les politiques sectorielles, la commission de l'UEMOA salue la transposition et l'application de l'ensemble des textes régissant le domaine des télécommunications. Au niveau de la gouvernance économique et du marché commun, les efforts du Mali sont reconnus et appréciés. Des avancées notables sont notées en relation avec la transposition des directives et la mise en œuvre des règlements portant sur la fiscalité intérieure et l'union douanière. La Commission voudrait adresser ses félicitations pour ce nouvel élan et recommander au Mali le maintien de ce rythme. Toutefois, des efforts restent à réaliser en ce qui concerne la libre circulation des professions libérales et la mise en place effective des structures du SUSCOR. 37 programmes et projets communautaires sont exécutés au Mali. Ils couvrent les secteurs clés de développement tels l'agriculture, les mines, l'énergie et les transports. Nous vous le disions hier, notre pays a signé avec Scatec Solar un contrat de concession d'Africa Power pour un montant de 33,2 milliards de francs CFA. À travers ce projet qui bénéficie de l'appui de la Banque mondiale, il sera construit à Ségou une centrale solaire photovoltaïque d'une capacité de 33 MW crête, une centrale qui produira cependant pendant 25 ans donc 57 GWh et permettra d'améliorer les conditions de vie des populations de Ségou par leur accès à l'énergie. Reportage de Adraman Maïga. Par cette signature de convention entre Africa Power et Scatec Solar, le gouvernement du Mali donne le cutis pour la réalisation d'un important projet au Mali, celui de la construction dans la région de Ségou d'une centrale solaire photovoltaïque d'une capacité de production de 57 GWh pour une durée de 25 ans. La réalisation de cette centrale coûtera environ 33,2 milliards de francs CFA. Le choix énergétique est avant tout politique et stratégique. Aussi, la quintessence de l'histoire de la civilisation est le passage aux énergies renouvelables. C'est notre mandat pour le XXIe siècle. La réalisation de cette centrale solaire de 33 MW crête
répond à une sollicitation longtemps caressée par les autorités. En ce sens qu'elle permettra d'améliorer considérablement les conditions de vie des communautés rurales tout en facilitant leur accès aux ressources énergétiques. La 10 centrale sera construite à Ségou-Plengana sur une superficie de 87 hectares sur la route de Bla. Cette superficie permet de procéder à des extensions par l'installation de nouveaux panneaux solaires photovoltaïques. Le coût du projet est estimé à 33,2 milliards de francs CFA hors taxes et frais de douane. La durée des travaux est de 12 mois et la durée de la convention est de 25 ans. Première du genre en Afrique de l'Ouest, la réalisation de ce projet bénéficie de l'appui et de l'accompagnement de la Banque mondiale. Une institution financière qui, au dire du ministre de l'économie et des finances, s'est engagée à financer au Mali, courant premier semestre 2015, des projets d'un coût de 105 milliards de nos francs. Notre pays regorge de nombreux atouts. En effet, il est connu que depuis le XIIIe siècle, il est le pays de l'or. Il a été aussi le pays du coton. Il est aussi le pays de l'eau, à travers les bassins qui l'irriguent. Il sera peut-être demain le pays des hydrocarbures. Mais je suis persuadé d'une chose, c'est que la richesse la plus abondante de notre pays reste l'ensoleillement. À travers ce projet, le groupe de la Banque mondiale réitère son engagement au développement du secteur énergétique au Mali, mais mieux encore son appui au développement des investissements privés dans ce secteur stratégique pour la croissance et la réduction de la pauvreté. Le présent projet de concession définit entre autres le cadre législatif et réglementaire dans lequel le projet sera mis en œuvre au Mali. Il décrit également les principes techniques, financiers et juridiques et les modalités pratiques de réalisation de ces projets innovateurs dans notre pays. Ouverture ce matin au ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation d'une réunion de concertation sur la mise en place des agences de développement régional. L'objectif de cette concertation est de faire l'état d'avancement de la mise en place des agences de développement régional, des agences dont la création s'inscrit dans le programme d'action du gouvernement pour la période 2013-2018. Compte rendu de Mohamed Doumbia. Les préparatifs des prochaines échéances électorales d'octobre 2015, les évolutions du processus de mise en place des agences de développement régional et les perspectives pour surmonter ces défis sont autant de sujets à discuter au cours de cette concertation entre les gouverneurs de région, les présidents des assemblées régionales et le département en charge de l'administration territoriale. Cette volonté répond à l'objectif de renforcer les collectivités territoriales et le développement régional à travers ces agences de développement régional, notamment donner davantage de lisibilité à la volonté politique de l'État d'accompagner le développement régional, conférer aux agences l'autonomie de gestion nécessaire par rapport aux services propres des collectivités et de l'État pour davantage de souplesse organisationnelle et de fonctionnement en vue de les doter d'une gouvernance plus ouverte aux différents acteurs du développement régional. Et enfin, responsabiliser clairement l'État dans la dotation des agences à moyens adéquats de fonctionnement. Les objectifs d'approfondissement de la réforme de la décentralisation passent par la mise en place d'institutions fortes et crédibles qui s'inscrivent dans le programme d'action du gouvernement pour la période 2013-2018. À cet effet, les agences de développement régional doivent contribuer au renforcement des capacités des collectivités territoriales, régions, en matière d'analyse économique de leur territoire, de définition des stratégies et de programmes de développement, de conception et de mise en œuvre d'instruments pour la réalisation et le suivi des projets productifs et structurants. Pour la mise en place des agences de développement régional, il est prévu en plus de l'information et de la sensibilisation, le recrutement des directeurs régionaux, l'organisation d'une conférence annuelle et la nomination des membres du conseil d'administration. Le ministère de l'Équipement, du Transport et du Désenclavement a organisé un atelier au cours duquel les administrateurs ont validé les prévisions du budget des programmes pour 2016 et les perspectives pour 2017-2018. Mamadou Hachim Koumaré, ministre de l'Équipement, des Transports et du Désenclavement, est au micro de Aïssata Saliou Maïga. Au cours de cet atelier,
vous aurez à valider les résultats de concertation tenus à l'interne sur les prévisions du budget programme pour l'exercice 2016 et les perspectives pour les 2 années qui suivent, c'est-à-dire 2017 et 2018. À cet égard, vous allez passer en revue d'une part les objectifs des 5 composants du budget programme et d'autre part les cibles des indicateurs de performance retenus au titre des années 2016, 17 et 18 au niveau du ministère de l'Équipement des Transports et du Désenclavement. Il vous revient donc d'apporter des contributions constructives en vue d'affiner ce document qui constitue l'un des principaux instruments de mise en œuvre de la gestion axée sur les résultats. Il constitue en outre un outil de plaidoyer pour la mobilisation des ressources extérieures pour le financement des actions de développement du Mali. Les projets de développement qui en sortiront doivent tenir compte des préoccupations et des besoins de nos concitoyens qui aspirent à l'amélioration de leur mieux-être et de leur cadre de vie de manière à réduire la pauvreté. Ils doivent également s'inscrire notamment dans le cadre de l'intégration régionale, de la pacification, du développement du commerce et de la poursuite et l'amplification des projets de désenclavement de notre pays. Dans le choix et la défense des projets, je vous demande de porter une attention particulière aux infrastructures structurantes et surtout, entre autres, les 14 projets ayant fait l'objet de manifestations d'intérêt, à savoir entre autres le deuxième pont de Caille, le port fluvial d'Abediri, le pont de Diola, le bitumage de la route Massina Diafarabe Tenengu et Sandare Nyoro, ainsi que la recherche de financement pour les études et travaux de Yelimani Nyoro, Dialaka Nyoro, Caille Keneba, Baraweli Tamani et Massigi Diola Kouale, le 4e pont de Bamako, la réhabilitation de la voie ferrée Dakar-Bamako, le développement du couloir de transit, le développement des transports aériens et le développement des transports multimodal. Et tout cela sans oublier les pistes rurales qui sont les voies nécessaires pour acheminer les produits de leur zone de production aux zones de consommation et de transformation. Le 11 juillet est célébrée chaque année la journée mondiale de la population. Notre pays compte aujourd'hui plus de 17 millions d'âmes et l'amélioration de la qualité de vie des populations a toujours été au cœur de la stratégie de lutte du gouvernement. Cette année, le ministère de l'Aménagement du Territoire et de la Population et ses partenaires vont se réunir à Kita autour du thème « Les populations vulnérables dans les situations d'urgence ». Le ministre de l'Aménagement du Territoire et de la Population, pour le message de cette journée, est au micro de Adama Koulibaly. Chers compatriotes, le Mali, à l'instar de la communauté internationale, célèbre ce samedi 11 juillet 2015 la Journée mondiale de la population. Le 11 juillet 1987, l'Assemblée générale des Nations unies a lancé un appel pour l'organisation d'importantes manifestations à travers le monde pour fêter la naissance du 5 milliardième être humain. Eu égard au succès de l'événement, le 11 juillet fut institué par les Nations unies comme Journée mondiale de la population depuis 1989. La population malienne est estimée à 17,8 millions d'habitants en 2015, contre 15,4 millions en 2010. Le taux de croissance annuel moyen de la population est passé de 2,2% en 1998 à 3,6% en 2009. Après Bamako, Ségou, Sikasso, Gao, Koulikoro, Kai, Mopti, Tombouctou, Nara, Lassa, Keleya, ce sera au tour de Kita d'abriter cette année les célébrations de la Journée mondiale de la population, organisée par la Direction nationale de la population en partenariat avec le Fonds des Nations unies pour les activités de population. Cette année, la Journée mondiale de la population est placée sous le thème suivant: les populations vulnérables dans les situations d'urgence. Un thème particulièrement significatif et d'actualité pour notre pays, le Mali, qui se relève difficilement mais inexorablement d'une crise profonde et multiforme, caractérisée par un déplacement massif de population, un ralentissement de l'activité économique et un effondrement de l'accès aux services sociaux de base, santé, éducation, eau potable, pour les populations sur les 3/4 du territoire national pour cause d'insécurité. Le ministre de l'Emploi, de la Formation professionnelle et de la Construction citoyenne se trouve actuellement en 4e région. Il y a procédé hier à la remise d'attestation à 1080 jeunes formés dans différents corps de métier. La formation s'inscrivait dans le cadre du projet luxembourgeois qui a concerné 16 000 jeunes. Reportage de Kandé Silla.
Ils sont au total 1080 récipiendaires qui ont reçu leur attestation de fin de formation dans les différents corps de métiers comme la menuiserie, l'électricité bâtiment, la coupe-couture et autres métiers de restauration ou de la transformation agroalimentaire. Cette série de formations qualifiantes de 12 à 15 mois se situe dans le cadre de la mise en œuvre du PAFIP, le projet d'appui à la formation et à l'insertion professionnelle. Un projet financé par la coopération luxembourgeoise et qui ambitionne de former 16 000 jeunes dans la vie active. 80 conventions de financement concernant 17 filières porteuses de la région de Ségou ont été signées entre le Conseil régional et la structure de formation professionnelle. Au total, 144 800 000 ont été mobilisés pour financer cette première vague de formation. Pour le ministre Babi, qui a salué la qualité exemplaire de la coopération entre notre pays et le Grand-Duché de Luxembourg, cette série de formations vient renforcer la vision de son département et des plus hautes autorités de trouver une adéquation entre le chômage des jeunes et une formation qualifiante appropriée. Le Mali, à l'instar des autres pays du monde, des autres pays en voie de développement surtout, est confronté depuis plusieurs décennies à l'épineuse question du chômage des jeunes, mais aussi à celle de la qualification des ressources humaines. Il s'agit pour nous de multiplier les initiatives et les interventions pour mieux préparer nos enfants à être compétitifs afin de relever les nombreux défis qui se posent aujourd'hui dans un contexte marqué par la compétitivité au niveau sous-régional et international. Aux récipiendaires, le ministre de l'Emploi, de la formation professionnelle, de la jeunesse et de la construction citoyenne, tout comme le maire de la commune urbaine de Ségou, ont surtout exhorté les jeunes à redoubler d'efforts pour mériter la confiance placée en eux. Retour ici à Bamako, en commune 1 du district, où la première dame a lancé son opération de donation aux démunis pendant le mois de Ramadan. Au total, 100 personnes ont reçu des mains de Keita Aminata Maïga un sac de riz et de sucre, de la viande et une enveloppe symbolique. Le geste a été salué par les bénéficiaires, nous dit Nyanya Aliou Traoré. Les larmes de cette mère de famille en dit long sur le geste qu'on vient de lui faire. Elle fait partie des 100 bénéficiaires de la commune 1 du district de Bamako dans le cadre de l'opération Ramadan de la première dame du Mali aux plus démunis. Ce bel exemple de partage est une opportunité majeure pour converger vers les actions de développement local en général et particulièrement pour la construction d'un filet de protection et de promotion des droits des plus vulnérables, gage de leur bien-être et de leur plein épanouissement. L'opération touche les 6 communes du district de Bamako à raison de 100 personnes par commune. Pour précision, 15 tonnes de sucre et de riz seront distribuées. À cela s'ajoutent 2 bœufs pour chaque commune accompagnés d'une enveloppe symbolique. Cette solidarité permettra de venir en aide à 600 personnes. Chaque bénéficiaire recevra un panier constitué de riz, de sucre et de viande. Merci Madame la Première Dame. Encore merci Madame la Première Dame. L'épouse du chef de l'État a d'abord chaleureusement remercié les généreux donateurs. Keita Aminata Maïga a en effet salué la constance de ses partenaires de tous les jours qui lui ont permis de respecter cette tradition bien établie. Je respecte une tradition de partage. Je sais que ce que nous sommes en train de faire, c'est peu. Mais c'est beaucoup aussi parce qu'on donne ce qu'on a. Ce qu'on n'a pas, on ne peut pas donner. En tout cas, de cœur avec cette population déshéritée de notre pays. Je sais qu'il y en a beaucoup. En tout cas, je ferai mon possible pour aller vers cette population avec les moyens dont je dispose. Donc voilà le peu que j'ai reçu. Je fais autre chose.
je distribue des plats chauds. Djara et famille font aussi partie des bénéficiaires. Handicapée physique, Lassine Djara, accompagnée à l'occasion par sa femme et sa petite fille, a souhaité longue vie aux initiateurs. Sa petite fille a déjà en tête ce qui sera cuit ce soir pour le dîner. Reste à lui souhaiter un bon appétit au grand bonheur de la première dame qui cherche à illuminer autant que possible le visage de ces milliers de personnes qui sont dans le besoin. La solidarité, beaucoup d'émotions. La campagne de solidarité Ramadan 2015 de l'ONG Al-Farouk a pris fin hier. Une campagne mise à profit par les responsables de l'ONG pour distribuer des vivres à des personnes en situation difficile. Cette dernière phase a concerné 600 familles et certaines associations œuvrant dans l'humanitaire. Le coût de l'opération est estimé à plus de 30 millions de francs CFA. Compte rendu de Sokona Kamisoko. Plus qu'un mot, la solidarité est un comportement, un concept bien compris par l'ONG Al-Farouk qui remet une centaine de tonnes de vivres aux personnes en situation difficile et certaines associations œuvrant dans l'humanitaire. Un don essentiellement composé de riz, de mil, de sucre, d'huile et de lait, le tout pour un montant de 30 millions de francs CFA. La cérémonie d'aujourd'hui contient deux phases. La première phase, comme notre habitude, on a sélectionné 600 familles et maintenant la deuxième phase, comme on a des associations islamiques qui ont distribué des vivres pour les familles diminuées. Donc l'ONG Al-Farouk a jugé nécessaire de les ravitailler. Ça aussi, c'est à peu près 32 tonnes de riz et puis 30 tonnes de mil. Aujourd'hui, c'est de Dubaï Charité, et c'est une fondation pour les maires de Dubaï qui a financé les deux donations. Tout ce que nous recevons de l'extérieur, nous bénéficions de l'exonération. On a l'exonération des impôts, tous les taxes aussi. Nous félicitons l'État malien, vraiment qui nous a beaucoup aidé à venir pour faire le secours aux démunis. Le geste a été apprécié par les heureux bénéficiaires. La campagne de solidarité Ramadan 2015 de l'ONG Al-Farouk, qui est à sa dernière phase, a touché plus de 6666 familles de Bamako. En plus de la distribution de vivres, l'ONG a offert des repas dans les mosquées pendant ce mois sur l'ensemble du territoire national. Ces activités ont coûté près de 200 millions de francs CFA à l'ONG Al-Farouk et à ses partenaires. Remise ce vendredi d'un magazine de plaidoyer et d'un important lot de référentiels de formation aux pays membres de la Fondation 40 ans. Ce geste entre dans le cadre des missions de la Fondation qui est résolument engagée pour la promotion de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle dans les États de son espace. La cérémonie a regroupé au siège de la Fondation les ambassadeurs des différents pays, le personnel de la Fondation et celui du ministère de l'Éducation. Mamoudou Sidibé. La Fondation 40 ans vient de mettre en évidence l'une de ses missions essentielles, à savoir assister les ministères en charge de l'alphabétisation et l'éducation non formelle des pays de l'espace 40 ans. Cela dans la conception et la mise en œuvre des politiques d'éducation de base non formelle et d'insertion socio-professionnelle des populations. Cette fondation vient de remettre au pays de son espace des référentiels de formation et du magazine de plaidoyer. Les référentiels, en fait, il y a deux. Il y a un référentiel de formation des acteurs de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle. Le deuxième référentiel, c'est le référentiel d'évaluation, certification des apprentissages. Toujours en alphabétisation, éducation non formelle. Le représentant du ministre a salué la production de ces référentiels qui ont un grand intérêt pour les pays utilisateurs. Les présents référentiels de formation, d'évaluation et de certification constituent une réponse concrète à un besoin fortement exprimé par nos États, qui est celui de l'atteinte d'une éducation inclusive et de qualité pour tous. L'atteinte de l'éducation pour tous constitue une des priorités de nos États pour les actions du post-2015. Pour soutenir l'élan de la Fondation, le secrétaire général du ministère a exhorté les États membres à honorer leur engagement par le paiement régulier des cotisations. Ces États sont le Mali, le Burkina Faso, le Niger, la Côte d'Ivoire, la Guinée et le Sénégal.
Les travaux de construction du centre de santé communautaire de Bagadadji ont été lancés hier avec la pose de la première pierre. L'infrastructure qui sera réalisée grâce au concours financier de l'ANICT en partenariat avec la mairie de la commune coûtera environ 110 millions de francs CFA. Compte rendu de Lamine Keita. Les populations de Bagadadji peuvent enfin pousser un ouf de soulagement. Et pour cause, elles vont bénéficier d'un nouveau CESCOM dans 3 mois. Un rêve qui devient une réalité grâce à l'appui financier de l'ANICT et de la mairie de la commune 2. La pose de la première pierre n'est qu'un petit aboutissement du travail demandé. Aujourd'hui, nous aurons dans 120 jours un centre de santé communautaire. Mais les défis restent encore énormes. Il faut mobiliser les ressources encore pour équiper le centre. Nous avons eu des promesses fermes. On va aussi chercher les ressources humaines nécessaires pour que les soins qu'on doit produire soient des soins de qualité. Ça, c'est d'une part. D'autre part aussi, il faut que la communauté s'approprie de cette œuvre qui est à notre disposition aujourd'hui. Cela se fait par l'adhésion massive à travers les cadres d'adhésion. Pour que réellement, lors de la prochaine élection, les vrais membres qui sont engagés à soutenir le centre élèvent leurs élus pour gérer le centre. Le maire de la commune 2 s'est réjoui de l'appui de l'ANICT, grâce au soutien duquel ce centre sera une réalité. Seulement de fierté, de joie et de bonheur. Parce que pour qui connaît Bagadadji, depuis les années avant l'indépendance et les années de l'indépendance, jusqu'à la date d'aujourd'hui, on n'arrivait pas à s'octroyer un centre de santé communautaire. Vous voyez quelle difficulté cela peut vraiment engendrer au niveau de la population. Si aujourd'hui Dieu nous a donné la chance d'être les acteurs de cette œuvre, donc je dirais salutaire, il ne peut être que pour moi vraiment un sentiment, une journée de fierté, de joie et de bonheur. Pour la première fois, Bagadadji bénéficie d'un centre de santé communautaire. Relecture et adoption des statuts et règlements harmonisés à l'acte OADA, restitution de la rencontre avec le directeur national de la protection sociale et de l'économie solidaire. Voilà quelques sujets qui ont meublé l'Assemblée générale de restitution de la Confédération nationale des sociétés coopératives d'habitation du Mali. Pour plus de précisions, suivons les explications du président de la Confédération nationale des sociétés coopératives d'habitation du Mali, Moussa Kouni, au micro de Abdul Karim Kaba. C'est pour faire une large diffusion d'un certain nombre de décisions que nous avons dû prendre après notre rencontre le 25 juin passé avec le directeur national de la protection sociale et de l'économie solidaire, à savoir comment intégrer le mouvement Habitat Coopératif dans le dispositif de l'économie sociale et solidaire conformément à la politique nationale de l'économie solidaire et sociale en vigueur depuis un certain temps et élaboré par le département. Aussi, il s'agit pour nous de présenter les statuts et règlements harmonisés avec l'acte OADA afin que l'ensemble des coopératives d'habitat se formalise avec ces nouveaux documents. Il faut également souligner que nous avons remis aux différentes coopératives des projets-programmes pour la construction des logements sociaux à Gouana. Il ne s'agit pas seulement de dire que nous avons besoin de 1500 logements, mais il faut apporter les preuves pour dire qu'effectivement, les 1500 logements ont leurs bénéficiaires en bonne et due forme. Voilà, il s'agit bien de la Confédération nationale des sociétés coopératives d'habitat du Mali. Pénurie d'eau dans la ville de Caille. Depuis mercredi dernier, l'eau ne coule plus du robinet dans la cité des Rails en raison d'une panne sur le réseau de la Somachep. Une équipe technique de Bamako est à pied d'œuvre pour réparer la panne et rétablir la distribution de l'eau potable. En attendant, certains habitants n'ont trouvé une autre solution que de s'approvisionner au fleuve, s'exposant ainsi à des maladies. Reportage de Moriba Keita. La population de Caille est privée d'eau potable depuis 2 jours. Pour cause, les pluies diluviennes qui se sont abattues sur la ville le mercredi 9 juillet ont sérieusement endommagé la principale conduite d'eau de la société malienne de gestion de l'eau potable Somagep. Vous avez un monde dans l'eau pour pouvoir remplacer 3 grosses conduites en fonte. On sait, suite à la
la grande pluie d'avant-hier à Caille. Aujourd'hui, c'est des conduites qui permettent d'alimenter la station de pompage pour traiter l'eau et alimenter la ville de Caille. Certains habitants s'approvisionnent chez les voisins qui ont des forages, d'autres directement au fleuve avec tous les risques que cela comporte. La consommation de cette eau non traitée peut provoquer des maladies. Je vais prendre de l'eau parce qu'il y a un manque d'eau maintenant. On souffre de la pénurie d'eau depuis mercredi soir. Je suis parti puiser de l'eau à l'ENTS pour préparer la bouillie. Après avoir fini de préparer la bouillie, je suis venu au fleuve pour faire la lessive. Nous avons peur de la maladie, mais que faire? Les autorités appellent la population à éviter strictement la consommation de l'eau du fleuve. Une équipe technique venue de Bamako et celle de Caille travaille d'arrache-pied pour réparer la panne et la reprise de la distribution de l'eau dans un bref délai. Nous allons tout mettre en œuvre pour que aujourd'hui, Inch'Allah, que les travaux soient terminés et que la population de Caille puisse avoir de l'eau pouvant satisfaire. Les équipes de la SOMAGEP sont appuyées par les forces de sécurité et la protection civile. Voilà, le projet Smart Scaling de ICRAF Sahel, financé par l'USAID pour près de 4 milliards de francs CFA, se concrétise dans la région de Sikasso. Le projet vient de lancer les travaux de réalisation d'un centre rural de ressources dédié à la formation en agroforesterie dans le village de Mandela, dans la commune rurale de Kaboïla. Compte rendu de Sekou Konaté. Par la réalisation de ce centre rural de ressources, le projet Smart Scaling de ICRAF, financé par l'USAID, veut apporter une réponse aux défis actuels de développement dans un contexte de changement climatique et d'intensification agricole en mettant l'accent sur la diffusion à grande échelle des technologies déjà développées. Faciliter l'accès aux technologies agroforestières éprouvées par la recherche et par les partenaires. Le deuxième grand point par rapport à ce projet, c'est s'assurer que les plants qui sont produits ne sont pas produits que pour rester à la maison, mais aussi assurer que ça facilite l'accès au marché. Et le troisième point par rapport à ce projet, c'est de renforcer les capacités des populations. Et un dernier point très important, c'est d'assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Prévu pour durer 5 ans, le présent projet coûtera plus de 4 milliards de francs CFA. Une manne financière dont la mise à disposition par le peuple américain a sa justification profonde. Nous savons tous que le Sahel est un environnement marqué par la transition entre le Sahara et la savane. Et son écologie fragile est définie par sa vulnérabilité au climat extrême. Sachant que nous ne pouvons pas contrôler le climat de la région, elles peuvent nous aider et les personnes à s'y adapter. Et voilà toute la raison de cette activité. Et le centre qui sera bâti sur une superficie de 4 hectares, gracieusement mise à disposition par les communautés, sera composé de centres pédagogiques, de jardins d'expérimentation. Une réponse à une démarche de l'État malien. Nous devons veiller et faire attention à un certain nombre de facteurs qui sont d'abord le respect de nos engagements respectifs. Un autre facteur est la concertation et la collaboration. L'autre facteur de réussite est la redevabilité. Le projet qui concernera près de 240 000 personnes ambitionne la production de 14 millions de plants dans les régions de Caille, Ségou, Mopti, Koulikoro, Tombouctou, Sikasso et Bamako. En 5e région, l'agence du gouvernement des États-Unis, l'USADF, mettra à la disposition de la société coopérative Amadjigué Djuro de Pomodoro Doju, dans le cercle de Koro, un financement de 40 millions de francs CFA pour la mise en œuvre d'un projet de construction d'un magasin de stockage d'une capacité de 100 tonnes et de renforcement des capacités des producteurs. La signature de la convention de financement du projet a donné lieu à une cérémonie dans le village de Pomodoro Doju. Reportage de Yacouba Maïga. Cet accord de financement d'un montant d'un peu plus de 40 millions de francs CFA signé entre l'USADF et la société coopérative des producteurs de mil de Pomodoro-Djuna dans l'arrondissement central de Kourou vise à lever les contraintes qui pèsent sur le développement des chaînes de valeur des différentes filières commerciales agricoles, notamment le mil, pour lesquelles le bassin de production de Kourou jouit d'opportunités de marché confirmées. Cela va se concrétiser à travers la mise en œuvre d'un projet de 2 ans né de la synergie entre l'USADF
et le projet chaîne de valeur céréales. Les producteurs font face à beaucoup de défis, notamment en termes de stockage, en termes de commercialisation. Donc comment essayer de les organiser, les doter en équipement de stockage, les doter en équipement post-récolte pour qu'ils puissent améliorer la qualité des produits et aussi essayer de les lier au marché. Ça va permettre à l'organisation d'être mieux organisée parce qu'il y a toute une batterie de formation, toute une initiative qui va permettre à la coopérative d'être plus moderne. Les bénéficiaires visiblement comblés s'engagent à entretenir et perpétuer ce nouveau partenariat avec l'USADF. Toute la population s'unisse et garantir maintenant un futur meilleur. Et pour le projet, dans le village, et pour la population. L'USADF, faut-il le rappeler, est une agence du gouvernement des États-Unis dont l'objectif est de fournir des subventions pour promouvoir les activités économiques et communautaires des populations africaines. L'administration de Kidal, basée à Gao, se mobilise en faveur de la révision exceptionnelle des listes électorales. Pour s'enquérir de son bon déroulement, le directeur de cabinet du gouverneur de Kidal et son staff se sont rendus au QG des commissions érigées pour cette tâche. Au sortir de cette visite, conseillers au gouvernorat, préfets et sous-préfets de la 8e région sont satisfaits de l'engagement citoyen et du don de soi des membres désignés pour cette révision. Cependant, une campagne de sensibilisation sera menée contre l'absence des partis politiques et la faible affluence de la population à cette révision exceptionnelle. Reportage de Daouda Zoumana Traoré. À l'instar des autres régions du Mali, les activités de révision des listes électorales de Kidal se déroulent normalement à Gao. Dans l'unique centre de révision, les 11 commissions de la 8e région s'attellent à la tâche sous l'œil vigilant de l'administration. Nous avons pour la région de Kidal 11 commissions administratives qui siègent toutes au niveau du gouvernorat ici. Donc le travail a commencé depuis le 1er juillet et se poursuit. Aujourd'hui, normalement, c'est la fin de la première phase qui consiste à la radiation, au transfert et à la validation des électeurs. Du 1er juillet, début de la révision, à ce jour, il y a eu des cas de radiation et de transfert malgré la timidité des citoyens et la quasi-absence des partis politiques. À la date aujourd'hui de la fin active de révision des listes, nous avons obtenu 33 radiations et 2 transferts. Il n'y a pas eu de réclamation pour l'arrondissement central de Kidal. On a pu avoir 4 radiations. Mais le problème majeur chez nous, c'est l'absence quasiment totale des partis politiques. Aucun parti politique n'a répondu à l'appel. Mais avec le concours des ressortissants de ceux qui sont à Gao ici, ils ont pu vraiment nous aider dans ce travail. Pour la deuxième phase de cette révision, autorités administratives et membres des commissions de révision se disent disposés à satisfaire toutes les sollicitations. Ils sont dévoués à faire la tâche parce que nous sommes des Maliens. Et il faut le faire pour la région de Kidal et pour la commune d'Anifif parce qu'ils ont porté leur confiance sur nous. C'est un appel à l'ensemble de la population, à l'ensemble des électeurs de la région de Kidal, en tout cas à venir faire les opérations demandées. Une campagne de sensibilisation sera menée par le gouvernorat de Kidal pour qu'il y ait plus de participation des partis politiques et des citoyens à ces activités de révision. L'autoportrait du Mali sur les obstacles de la paix, c'est le titre d'un film documentaire qui a été projeté hier soir en avant-première à l'Institut français du Mali. Cette œuvre condense la voix de plus de 4500 Maliens qui se sont investis dans le processus unique de dialogue et de consolidation de la paix dans notre pays. Le projet est une initiative de l'Institut malien de recherche Action pour la paix en partenariat avec Interpeace. La projection parrainée par l'Union européenne et l'ambassade royale du Danemark au Mali a été suivie d'un débat compte rendu de Modibo Soare. Ce film documentaire de 55 minutes est le résultat de 18 mois de travail titanesque pour porter sur écran cette œuvre. Les initiateurs ont parcouru l'ensemble du Mali jusqu'au camp des réfugiés en Mauritanie et au Niger en vue de recueillir les témoignages de Maliens établis dans ces différents pays. Cette série de voyages avait pour objectif la recherche de solutions aux défis et priorités pour la paix au Mali. Tout a débuté en 2012 à la suite de la crise au Mali. Nous avons été invités
invité à venir, Interpix a été invité à venir au Mali pour voir si un processus de dialogue et de recherche tel que nous les mettons en œuvre dans 21 pays à travers le monde était possible au Mali. C'est la parole qui a été libérée au niveau des populations maliennes. Simplement, tout ce qui s'est passé, nous avons mis en place un système de facilitation qui leur permettait d'avoir cet espace de dialogue libre. Et en même temps, nous avons des équipes de chercheurs qui sont là, qui n'orientent pas des débats, qui n'essaient pas non plus d'interférer dans les discussions que ces populations font entre elles, mais jouent plus simplement un rôle de facilitation et d'accompagnement. L'autoportrait du Mali est un film qui facilite donc un dialogue national et inclusif entre Maliens de toutes les communautés et couches sociales, du pêcheur aux autorités de l'État, en passant par des experts, leaders traditionnels, éleveurs, préfets, étudiants et bien d'autres citoyens lambda. Les Touaregs vivaient paisiblement avec les autres communautés, Songhoi, Bambara, Peu, Arabes, ainsi de suite. À l'issue de la séance, l'assistance a eu droit à un débat animé par un panel d'experts et de chercheurs spécialisés dans le domaine. Les échanges ont permis d'éclairer davantage les spectateurs sur les enjeux et l'impact de ces films sur la population à travers sa diversité ethnique, linguistique et multiculturelle. Je viens de voir un kaléidoscope de portraits, mais de portraits très réalistes, où on ne sent pas le coup de pinceau déformer les images et les propos. Donc il s'agit de propos protéiformes, touchant à tout. Quelque part, il y a comme une quête incessante de compréhension de l'attitude de l'État, mais parce que justement l'ensemble de ces autoportraits souligne l'absence d'un autoportrait, celui de l'État. L'autoportrait du Mali, ce film documentaire sera projeté très prochainement dans toutes les régions et les camps de réfugiés maliens. Voilà, puis ce communiqué avant de nous séparer sur la base des prix fournisseurs du mois de juillet 2015. Les prix indicatifs plafond à la pompe des produits pétroliers en vigueur restent inchangés, excepté les prix non subventionnés du gaz butane. À titre de rappel, ils sont de 759 francs CFA pour le supercarburant sans plomb, 559 francs CFA pour le pétrole lampant, 660 francs pour le gasoil, 660 francs CFA pour le distillat diesel oil DDO, 463 francs CFA pour le fuel oil. Le jet A1 est libre. Il faut noter que le prix subventionné du kilogramme de gaz butane est de 584 francs CFA. Par conséquent, le prix de vente de la bouteille de 2,75 kg est de 1065 francs CFA et celui de la bouteille de 6 kg est de 3500 francs CFA. Quant au prix non subventionné du kilogramme de gaz butane, il est de 807 francs CFA. Et puis vous pourrez suivre juste après ce journal l'intégralité du message du ministre de l'Aménagement du territoire et de la population, un message relatif à la journée mondiale de la population. Voilà, c'est la fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Bonsoir et bonne suite des programmes sur votre télévision nationale.